Bonjour Karine Espinas. Bonjour. Vous avez débuté le golf à l'âge de 7 ans et c'est grâce à une initiative scolaire que vous découvrez cette discipline. Vous allez dès lors révéler vos aptitudes pour le golf, remporter quelques épreuves et intégrer très jeune l'équipe de France féminine. Entre-temps, vous obtenez un bac D et vous obtiendrez même un BE1 en perspective d'une éventuelle reconversion dans l'enseignement du golf. 8 ans plus tard, vous devenez la plus jeune joueuse française à intégrer le circuit professionnel européen et pendant 12 ans, vous allez jouer sur 2 tours, le tour européen et le tour asiatique. Hélas, en 1995, vous avez 30 ans et un accident d'automobile stoppe net votre carrière. Vous êtes victime notamment de multiples fractures à la main gauche. Une étape difficile dans votre vie que vous avez cependant surmontée avec courage et philosophie. Malgré une tentative de retour en compétition, vous allez arrêter définitivement le golf pour construire une nouvelle vie qui fait de vous une femme au parcours atypique. Et c'est ce parcours que nous allons évoquer ensemble. 13 ans en sélection France, c'est très jeune. Est-ce que l'on peut dire que votre carrière de joueuse débute réellement à cette époque ? Oui, effectivement, c'est à partir de ce moment-là où ma carrière a officiellement démarré, puisque pour moi, ma carrière prend en compte à la fois les années passées en tant que joueuse amateur de haut niveau et puis les années qu'on suivi en tant que joueuse professionnelle. Donc ça fait en amplitude une carrière qui se résume à une vingtaine d'années de haut niveau. Alors, ça représentait quoi à l'époque d'être en équipe de France féminine à 13 ans ? Beaucoup, parce qu'à l'époque, moi je suis née en 65, donc 13 ans, 78, le golf était encore malheureusement peu connu, enfin commençait à le devenir, mais c'est vrai que quand on annonçait à l'école primaire ou au collège qu'on jouait au golf, on vous regardait d'un drôle d'œil, donc c'était un peu atypique à l'époque, mais bon, c'était aussi le démarrage des grandes années golfiques. Oui, bien sûr. Et le golf féminin, évidemment, était encore moins reconnu que le golf masculin. Donc, j'imagine que pour une jeune fille, être intégrée dans on disait pas à l'époque un pôle, hein, on disait quoi en fait ? C'était Ah non, le mot pôle à l'époque n'existait pas. On était référencé comme étant joueuse de l'équipe de France, dame ou junior, enfin peu importe. Mais c'était aussi une marque de reconnaissance puisqu'à l'époque, les femmes françaises ont toujours eu de meilleurs résultats que les hommes. De grandes championnes ont marqué l'histoire du golf et a commencé par Catherine Lacoste et puis d'autres joueuses, d'autres générations sont venues compléter l'histoire. Et chaque génération a connu 2, 3, 4 joueuses de très haut niveau qui ensuite, pour la plupart, sont passées professionnelles. Mais cependant, ça restait confidentiel pour le grand public. Est-ce qu'à cette époque-là, quand vous intégrez cette équipe de France, vous imaginez déjà faire du golf l'essentiel de votre vie ? Non, pas du tout. Moi, j'ai suivi une scolarité, je dirais, normale, classique. J'essayais de faire au mieux pour participer à un maximum de tournois lorsque j'étais sélectionnée en équipe de France. Et puis, d'un autre côté, d'avoir une scolarité normale, en tout cas jusqu'au bac. C'est ce que j'ai réussi à faire et puis je me voyais pas du tout pro, je voyais mener une carrière amateur dans le métier des arts hein, puisque je suis diplômée de l'école Martenot de peinture donc j'aurais pu très bien faire quelque chose dans l'architecture, dans les arts. Puis finalement le déclic s'est fait assez vite, voire même rétrospectivement très très vite. C'est pas sur un coup de tête, mais presque que j'ai pris cette décision de passer pro. On m'a laissé 2 mois pour réfléchir. Réfléchis, t'as 2 mois. Voilà. C'est très court. C'est à peu près ça. C'est très très court. Alors effectivement, vous passez professionnel en 1986, c'est bien ça. Oui. Et à cette époque, vous êtes, si je me trompe pas, la plus jeune joueuse française à tenter cette aventure sur le parcours professionnel qui va durer environ une dizaine d'années. Et vous allez jouer sur 2 tours, le tour européen, le tour asiatique. Alors racontez-nous cette expérience. Alors déjà, il est vrai que je suis la première joueuse à passer pro sur le circuit européen puisque j'ai quand même auparavant, il y a quand même 2 joueuses qui ont marqué le golf français, à savoir Anne-Marie Pally qui a été la première professionnelle à évoluer sur le circuit américain et qui s'est établie là-bas et d'ailleurs qui est toujours aujourd'hui aux États-Unis, qui ne joue plus mais qui joue encore des épreuves du circuit Legends Tour. C'est les anciennes joueuses de haut niveau et qui jouent quelques épreuves sur le circuit américain. Et puis il y a Nathalie Janson qui elle a été aussi une pionnière puisque ça a été la première à jouer officiellement sur le circuit japonais. Et il est vrai que c'est moi qui ai été la pionnière
sur le circuit européen, puisque derrière moi sont passés professionnels dans la foulée des joueuses comme Marie-Laure de Lorenzi, Corinne Soulès et d'autres, Sandrine Mandiburu, Patricia Meunier, enfin voilà. Oui. Mais effectivement, en 86, j'étais la première à passer pro et j'ai évolué donc sur ce circuit régulier pendant près de 11-12 ans, hein. Oui. Si je mets à part un épisode malheureux, mais ça on en parlera certainement plus tard. Oui. Et puis le circuit asiatique, qui était un circuit asiatique hivernal, qui nous permettait pendant l'intersaison du circuit européen dans les mois d'hiver, c'est-à-dire janvier, février, mars, d'évoluer sur l'Asie du Sud-Est. Et ça a été très très formateur. Et ça nous permettait de jouer finalement pratiquement 10 à 11 mois sur 12. Alors quand on a préparé cette interview ensemble, vous m'avez dit qu'à cette époque-là, le Tour européen que vous avez connu, c'était une formidable aventure. Ça avait probablement rien à voir avec ce que l'on connaît aujourd'hui. D'après ce que j'en ai compris, vous en avez un souvenir quasiment impérissable de cette aventure sur le Tour européen. Tous les souvenirs que je garde en moi sont que des très bons souvenirs. J'ai eu la chance de vivre à cette époque, je dirais, du démarrage officiel du circuit européen féminin, avec des joueuses emblématiques, des joueuses charismatiques, des joueuses qui ont apporté vraiment un impact incroyable au développement de ce circuit. Ouais, vous m'aviez parlé de Laura Davis, par exemple, vous avez côtoyé. Oui, Laura est beaucoup plus âgée que moi. Elle n'a que 3 ans d'écart avec moi, mais pour moi, j'ai toujours dit qu'elle était une ancienne, ce qui n'est pas le cas parce qu'on a que 3 ans d'écart. Mais on s'est connus lorsqu'on nous étions juniors, que nous nous rencontrions dans des événements de championnat d'Europe junior. Elle est passée pro 1 an avant moi. Ouais. Et c'est vrai que ça fait partie des joueuses emblématiques qui ont développé, un peu comme Ballesteros chez les hommes ou d'autres, ont apporté leur impact, leur charisme, ont joué le jeu avec les sponsors, ont toujours été présentes quand il le fallait. Même Laura, il n'y a pas très longtemps, décidait de supporter le circuit européen au détriment du circuit américain parce qu'elle est européenne et anglaise. Et voilà, donc effectivement, moi j'ai connu les années phares à partir de 86 jusqu'à, je dirais, 92, 93, où nous avons vraiment eu les plus belles années. À savoir au niveau de l'ambiance, au niveau des sponsors, au niveau des dotations, qui sont effectivement, quand on regarde par rapport à aujourd'hui, beaucoup moins dotées que dans sa globalité, bien sûr, sur l'année, hein, parce que à l'époque, il n'y avait pas les Lions Championship, les dotations étaient beaucoup moins importantes, mais on jouait beaucoup plus. Moi, je me souviens des années où on avait 32 épreuves l'année sur le circuit européen. Ouais, c'est ce que je voulais vous demander, c'est ça, c'est le nombre d'épreuves était extrêmement importante sur l'ensemble d'une saison. En général, on démarrait en mars et on terminait en octobre-novembre et on n'arrêtait pas. C'était un rythme et on devait d'ailleurs s'arrêter, on ne pouvait pas enchaîner les tournois. C'est ce que font les garçons aujourd'hui sur le European Tour. Ils jouent 3-4 semaines, ils s'arrêtent, ils font un break. Ils ne jouent pas un tournoi, ils font leur calendrier en conséquence. C'est ce que nous faisions aussi nous à l'époque. Ce qui est malheureusement, et ça c'est de regrettable, aujourd'hui ce n'est pas comme ça du tout. C'est un peu peau de chagrin. Donc c'est vrai que moi je peux pas avoir de regrets et tous les souvenirs que j'ai de cette époque-là ne sont que des bons souvenirs. C'était la fraternité entre les joueuses, tout le monde était soudé. Alors ça c'était très important. Et il est vrai qu'il y a eu alors on peut pas éviter la barrière de la langue, même si nous parlions tout anglais couramment, faisait que au niveau de la culture, il y avait les Britanniques d'un côté, les continentales de l'autre, les Américaines de l'autre. Même si les Américaines se mêlaient beaucoup à nous, aux Anglaises, c'est vrai que nous on s'est protégés aussi. En étant justement regroupés, nous étions 6, 7, 8 joueuses continentales, françaises, espagnoles, voilà, on faisait tout ensemble, les parcours d'entraînement, nous étions dans le même hôtel, nous dînions le soir ensemble, nous allions au cinéma ensemble, enfin voilà, c'était une famille, voilà, une famille dans une grande famille. Oui. On a toujours dit que c'était un peu comme un cirque ou comme une caravane qui se déplaçait de pays en pays, et nous avions justement cette fraternité, ce soutien. On s'apportait mutuellement un soutien parce que quand il y a une qui ratait le cut, contrairement à aujourd'hui, ça je peux me permettre de faire la différence, elle rentrait pas chez elle, elle restait sur place, elle cadayait s'il y avait besoin. C'était pas du tout le même esprit, ça n'avait rien à voir. Voilà. Y a-t-il des tournois qui vous ont marqué plus que d'autres ou des événements qui vous ont marqué plus que d'autres à cette époque? Alors, c'est vrai qu'à l'époque, nous avions des tournois phares avant que les Grand Masters n'arrivent.
L'Évian est un bon exemple parce que l'Évian, pour la petite histoire, l'Évian a commencé par un programme. Avant que Antoine Riboud, le père de Franck, PDG actuel et surtout créateur de cet événement finalement, Antoine Riboud a voulu se faire plaisir et avait invité les joueuses françaises qui jouaient sur le circuit européen pour faire un programme avec quelques étrangères. Et ça veut dire que j'ai gagné ce programme. Pour la petite histoire, c'était anecdotique. Et puis c'est très bien passé. Il y a eu une très bonne ambiance à Évian. Et Antoine a dit, on a démarré par un programme. Moi, j'aimerais faire vraiment un gros événement dans le golf féminin mondial. Et il a laissé son fils organiser ça. Et Evian Masters a démarré comme ça l'année d'après. Mais c'est vrai que c'est marquant parce que quand on a fait partie finalement de l'histoire et du démarrage de l'événement, on se sent vraiment concerné. La NC Cup était aussi un événement absolument incroyable. Alors là, je suis moins objectif parce que NC Cup dit Gilles NC, et Gilles NC a été pendant 5 ans mon manager. Voilà. Donc tout ça, j'étais partie prenante de l'événement, j'étais très concernée par l'événement. Ça a été le premier gros tournoi du circuit européen, en l'occurrence qui s'est joué en France dans les premières années. Et puis malheureusement, à cause de la loi E20, NC a dû quitter la France pour pouvoir communiquer autour d'un spiritueux qui est le cognac, et donc est parti en Allemagne, à Cologne, pour faire quelques éditions de la NC Cup en Allemagne. Le British Open, qui a toujours aussi été un tournoi important parce qu'on jouait sur des parcours absolument fabuleux, et c'était aussi l'événement phare pour nous chaque saison. Donc voilà, il y a 3 événements qui ont toujours été importants pour nous et particulièrement pour moi. Alors en termes d'événements, je voulais aussi vous emmener un petit peu plus loin et un petit peu plus au sud sur notre planète, vous emmener vers l'Australie, parce que je crois qu'en Australie, vous avez passé certainement de bons moments, mais en même temps, vous avez eu comme caddie quelqu'un qui aujourd'hui fait l'actualité, qui s'appelle David Brooker. Oui, David a été mon cadet. J'ai eu finalement en plus de 10 ans, voire même 11, très peu de cadets parce que je les ai gardés à chaque fois assez longtemps. Donc ça, j'en suis fière parce que c'est pas forcément évident de construire une relation cadet joueur, cadet joueuse. On le voit aujourd'hui sur les différents circuits. C'est une relation très très spéciale, surtout homme-femme, parce que quand c'est un homme-homme en général, il n'y a pas de ou femme-femme ou femme-femme, il n'y a pas de souci, mais c'est toujours très très délicat de commencer à entretenir une relation qui est basée à la fois évidemment sur la confiance mutuelle. On crée un véritable binôme. Et effectivement, David a été parmi mes cadets les plus réguliers. On s'est passé, je crois. Oui, un peu plus de 3 ans et demi. C'est un garçon qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe sur le circuit européen. Toujours pareil, le copain d'un copain lui avait dit, tiens, voilà, t'es golfeur, si tu veux, le circuit professionnel féminin commence à se développer, il y a des joueuses qui cherchent des cadets, viens un jour sur un tournoi avec moi, et puis voilà. Et puis bon, voilà, on me l'a présenté, moi je cherchais quelqu'un. Et puis c'est parti comme ça, et effectivement on est resté plus de 3 ans ensemble à parcourir à la fois le monde, principalement le circuit européen, à 2 reprises en Australie, puisqu'on jouait l'Australian Masters à Sydney d'une part, et puis à Surfers Paradise sur la Gold Coast la 2e année. Et effectivement, voilà, David m'a suivi et c'est un personnage, c'est quelqu'un qui compte pour moi dans ma vie passée, dans ma vie. Voilà, on est toujours en contact aujourd'hui, grâce aussi aux réseaux sociaux, heureusement qu'ils sont là. Mais ça fait partie effectivement des gens qui ont traversé ma vie professionnelle et voilà, que je garde en moi parce que c'est toujours d'ailleurs un cadet, mais ça a été un très 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 bon cadet. Alors justement, ce cadet David Brooker, qui a été le cadet emblématique de Lorena Ochoa, avec qui il a gagné le British, qui aujourd'hui donc est embauché par Paula Creamer pour une partie de sa saison. Parlez-nous un petit peu de son travail, ses qualités en tant que caddie. Alors, j'ai cru comprendre qu'il s'était bien amélioré suite à notre séparation mutuelle, parce que finalement, il a commencé par moi. Il a dû codayer une joueuse avant moi, mais pas très longtemps, sur le circuit européen. J'ai pas souvenir du nom de la joueuse. Mais c'est vrai que, quelque part, il a fait un peu ses armes avec moi. C'était quelqu'un, et c'est d'ailleurs sûrement toujours quelqu'un d'assez calme, d'assez posé, donc quelque part assez réconfortant, qui avait tout de suite compris qu'il fallait faire attention à savoir parler quand il fallait et à savoir se taire quand il fallait. Donc là, il y a un grand facteur psychologique important qu'il a su tout de suite comprendre, que c'est pas forcément le cas de tout le monde.
Et puis ne pas oublier que finalement le patron c'est le joueur ou la joueuse, c'est-à-dire que quand je dis patron, non pas en termes de relation, mais en termes de si la relation évidemment. De stratégie, celui qui décide, ça reste oui, quand même comme nous disons souvent en anglais, the final decision, c'est la décision finale, c'est le joueur ou la joueuse qui la prend et pas le cadet. Le cadet est là pour informer, donner un maximum d'informations en vue du coup à jouer, mais le choix du club, le choix définitif, le choix de la stratégie, c'est le joueur ou la joueuse qui la ressent. Mais par contre, le cadet a un rôle très important sur je dirais le soutien psychologique. C'est-à-dire qu'au golf, on est seul. Oui. Là, pour le coup, avec un cadet professionnel attitré, on n'est plus seul, on est deux. Ça change tout. Ça change tout. Hein, c'est une épaule. C'est plus qu'une épaule, c'est un soutien. Je veux dire, c'est quand justement on veut essayer de ne pas trop s'accabler. C'est facile de dire c'est la faute du cadet, même si c'est pas justifié. Donc il faut aussi que le cadet ait les épaules larges. Puis après, le cadet est là pour faire un peu l'éponge. Alors, malheureusement, en 95, votre vie va basculer parce que vous êtes gravement blessé à la main dans un accident d'automobile. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction. Est-ce que, dans un premier temps, vous avez tout de suite compris que le golf c'était fini ou est-ce que vous avez conservé l'espoir de revenir après cette terrible épreuve? Vous savez, l'espoir, j'ai pas eu très longtemps. Lorsque les pompiers m'ont ramassé sur la voie publique suite à un accident de voiture dont je n'étais en aucun cas responsable, et que ils m'ont emmené à l'hôpital le plus proche et que avec beaucoup de tact, la responsable de la radiographie m'a annoncé que j'avais 12 fractures de la main et que, quel que soit mon métier, j'étais foutu. Hein, c'est des propos assez durs à encaisser. Oui, c'est très agréable. C'est beaucoup de pédagogie. Oui. Là, tout de suite, j'ai compris vraiment la gravité de la chose, quoi. Et c'est vrai que j'ai toujours eu espoir pour revenir parce que ça a été long. J'ai subi 3 opérations de microchirurgie, j'avais 11 fractures de la main gauche. J'ai fait pratiquement 9 mois de rééducation pour revenir pour obtenir l'utilisation d'une main, je dirais, correcte. Ouais. Alors il est vrai que c'était très tentant pour moi de revenir. J'avais une exemption médicale qui m'avait été bien sûr accordée, donc je suis revenue, j'ai fait des tentatives. Et j'ai tout de suite vu que d'abord physiquement j'avais beaucoup de mal surtout à endurer plusieurs parcours de suite. C'était quand même mon principal problème, en dehors de la douleur que ça procurait à chaque fois que je tapais dans le sol, parce que c'est vrai que la main gauche, techniquement parlant, c'est une main qui prend beaucoup à chaque fois au niveau du contact. Et puis psychologiquement, le ressort était cassé. C'est-à-dire que quand on s'arrête pratiquement entre un an et un an et demi, vos collègues, elles s'entraînent, elles performent, elles s'améliorent, et puis vous êtes arrêté pendant plus d'un an. Donc quelque part, il y a un décalage. Il y a un décalage, et il y a un décalage non seulement technique, physique, et surtout psychologique. Je ne pouvais pas ne pas réessayer. Je l'ai fait, j'ai tenté. Je l'aurais pas fait, je pense que là, pour le coup, j'aurais eu beaucoup de remords. Donc j'ai tenté, ça n'a pas fonctionné. Et vous êtes passé à autre chose. Complètement à autre chose parce que il fallait vite tourner la page et j'ai tout de suite emboîté le pas dans l'événementiel golfique grâce à mon ami Lionel Provost qui m'a embauché chez Promogolf. C'est là où je voulais vous emmener parce qu'effectivement durant ces 3 années vous allez tenter de rejouer, mais en même temps entre 96 et 98 vous allez connaître le golf, mais côté jardin en fait, puisque vous allez être plongé à l'intérieur de l'organisation des épreuves de golf. Oui. Et là ça a été cette période m'a permis d'une part de psychologiquement d'être vraiment dans quelque chose qui m'intéressait. Donc j'oubliais quelque part mon accident et mon passé de joueuse. Oui. Hein, je me morfondais pas chez moi dans mon salon devant la télé, j'étais occupée, j'avais mon esprit occupé dans un milieu que je connaissais par cœur. Non seulement on m'a donné aussi de grandes responsabilités parce que j'étais pas du tout formée à ça. On m'a fait confiance. Lionel Provost, à l'époque patron de Promogolf, m'a donné quelque part carte blanche, sans savoir véritablement si j'ai les moyens de le faire. Il m'a tout de suite mise chef de projet, directrice de tournoi, dont 2 du circuit européen féminin. Donc voilà, j'étais vraiment l'Open de France féminin, qui était joué au PIC, au Paris International Country Club en 97, et puis l'Air France Madame Open qui se jouait au New Golf de Deauville. On l'a fait à 2 reprises. Donc c'est vrai que ça m'a permis de rester dans mon milieu. J'ai pas été coupée du golf du jour au lendemain. Ça m'a permis de rester dedans, de travailler avec une équipe, ce qui me changeait véritablement, parce que un sportif de haut niveau, de surcroît un sport individuel, il n'y a pas plus égocentrique qu'un sportif, et c'est nécessaire.
et c'est nécessaire pour performer et pour arriver à haut niveau. Ouais. Voilà, là très très vite, je me trouve dans une entreprise de 25-30 personnes, chef de projet, avec différentes équipes, différentes personnes à gérer, interaction et communication, échange, gros changement aussi pour moi. Mais par contre, ces années m'ont apporté tellement. Ça vous a permis de construire votre futur professionnel. Alors, avant d'en parler, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que, là encore, est-ce que vous êtes la première joueuse professionnelle à intégrer l'organisation des épreuves de golf? Je pense que oui, parce que quand on regarde les agences événementielles golfiques, il n'y en a pas beaucoup, hein. On les connaît tous et toutes. Oui, je pense que oui. Et de femmes qui ont mon parcours, oui, je pense que je suis la seule, oui. Alors, grâce à cette expérience, évidemment, vous allez reconstruire votre carrière professionnelle. Bon, votre vie privée va évoluer également. Vous allez vous marier, fonder une famille. Et puis, je crois vers 2010, hein, c'est ça. Vous allez devenir donc directrice du golf des Yvelines. Oui. Première femme directrice d'un golf, ancienne joueuse. Non, alors nous sommes très peu en France, très peu de femmes directrices de golf, mais moi il y a eu avant moi des directrices emblématiques. Mais qui n'étaient pas joueuses. Ah, mais pas joueuses, effectivement. Voilà. Si pas issu d'un circuit professionnel. Exactement. Oui, tout à fait. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est là où vous êtes aussi atypique parce que vous êtes également première joueuse professionnelle à devenir directrice d'un golf avec une grande expérience du jeu et de la compétition. Alors, je vais vous révéler un secret. Très tôt dans ma carrière, même de joueuse à l'époque où je jouais sur le circuit, nous avons joué des parcours fabuleux, dans des golfs fabuleux, et me traversait de temps en temps à l'esprit l'idée de un jour de dire bon voilà, je joue actuellement, mais je pense que peut-être dans ma future vie, ce sera sympa quand même de pouvoir gérer de manager un golf. Voilà, quand je voyais des très beaux golfs, je me disais avec la connaissance du golf que j'ai, ça pourrait éventuellement être intéressant d'apporter mon savoir-faire, ma vision du jeu, du golf, mon parcours, et ça me traversait l'esprit. Donc je dis pas que je voulais le faire, mais et puis après le temps passant, je pense que je me suis formée aussi via Promogolf, je me suis formée aussi au niveau de la communication, savoir s'exprimer, faire des relations publiques à travers des différents événements. J'étais consultante pour la télévision pendant de nombreuses années, j'ai commenté le golf à la télé pendant 4-5 ans. Ouais. Donc voilà, je pense que toutes ces activités, tous ces métiers m'ont appris à chaque fois plein de choses, et aujourd'hui, quand je me vois directrice de golf, je me dis que voilà, ce que je fais aujourd'hui au quotidien, je le fais grâce à toutes ces expériences diverses et variées qui me permettent aujourd'hui, d'en être où j'en suis. Alors aujourd'hui, écoutez, c'est simple, je manage une équipe de à peu près une grosse vingtaine de personnes sur un golf à 50 km de Paris, le golf des Yvelines, sur la commune de la Clolie des Yvelines, c'est partie de la chaîne Open Golf Club. J'ai la chance d'avoir des patrons exceptionnels, et pour un premier poste, franchement, je ne pouvais pas rêver mieux, quoi. On va terminer notre entretien en évoquant des projets. Alors, soyons fous, un grand projet un jour pour essayer de réunir, même si c'est pas facile, certaines de ces joueuses un jour sur un tournoi, même si c'est pas un tournoi officiel. Alors, il faut bien distinguer le côté affectif, qui est important pour moi, et effectivement, dans mes rêves les plus fous, on a essayé de le faire, hein. C'est pas facile de réunir toutes les anciennes joueuses du circuit européen ou d'autres copines américaines qui jouaient sur l'Asie, et qu'on se fasse un jour une journée où tout le monde se retrouve et on joue au golf et on dîne et on s'amuse. Voilà, bon, ça c'est le côté festif et le côté affectif. Et puis après, il y a effectivement quelque chose de plus sérieux où on aurait la velléité d'organiser une épreuve professionnelle de golf femme sur notre golf au golf des Yvelines, une épreuve qui pourrait éventuellement être sur le circuit européen, pourquoi pas, ou d'autres formats, d'une autre manière, parce que j'estime que il manque une véritable épreuve de standing en Île-de-France, sur Paris. Il y a de nombreuses années, beaucoup d'épreuves se déroulaient sur Paris, Île-de-France, mais il n'y a plus de véritable épreuve femmes sur Paris. Et Paris, c'est incontournable. Et effectivement, de par ma sensibilité de joueuse, d'ex-joueuse professionnelle française, évidemment, moi, je serais partante pour étudier un projet avec mes patrons, avec mes propriétaires, qui sont des gens passionnés de golf, qui ont toujours su investir toujours intelligemment, dans le bon sens, en donnant les bons moyens
pour développer intelligemment, et je pense que ils sont aussi sensibles à cette fibre-là. C'est pas un rêve fou, c'est, je pense, quelque chose qui est réalisable, qui va se concrétiser, en tout cas, qui a des chances de se concrétiser dans un avenir assez proche. Laissons passer la Ryder Cup déjà, et imaginons derrière l'année d'après ou 2 ans après éventuellement l'organisation d'une épreuve féminine sur Paris et bien évidemment idéalement sur Montgolf. Je l'espère aussi. En tout cas, ce que je souhaite, c'est que vos projets prennent vie dans un avenir assez proche. En tout cas, je vous remercie, Karine Espinasse, pour l'ensemble de cet échange. On a appris beaucoup de vous, en tout cas, et beaucoup sur la philosophie en général du golf et également la carrière professionnelle, comment on bâtit une carrière professionnelle autour d'un parcours sportif pour ensuite se reconvertir. Et je vous souhaite une très bonne continuation. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci.